Salut. Alors, ah non, c'est bonjour que se dit. Bon, alors là, je vais terminer la lecture. D'ailleurs, lecture en anglais, ça signifie cours. Donc une lecture, c'est un cours un cours de rien, un cours de chevalier. Alors, oui, je dis n'importe quoi. En fait, je suis défoncée à l'ophytose. Faut pas m'en vouloir. Donc nous en étions. Donc nous en sommes à euh, le cycle du Graal, chapitre 35, les merveilles de Rigomère. Donc on en était au moment où il est en train de se battre avec le dragon. Ayant réussi à atteindre l'autre rive, il constata qu'il n'y avait personne. Tout semblait vide et déserté. Lancelot se retourna. Sur le pont, le dragon avait repris sa place, prêt à recommencer son infernale besogne, et sur la lande, les gens acclamaient l'audacieux pour son incroyable prouesse. J'essaie de me réveiller avec du café décaféiné. Pas facile, hein. Oh là là. Hop. S'avançant sur la berge, il aperçut d'un côté une grande tente, et de l'autre, l'entrée d'une grotte profonde. Tout à coup, une jeune fille sortit de la tente. Elle était vêtue de soie rouge et jouait gracieusement avec une pomme d'or. Lancelot la regarda, et la jeune fille le dévisagea, souriante, lui décochant un regard complice. Lancelot alla vers elle et la salua. Dieu te sauve, belle amie, dit-il. Il voulut lui demander son chemin pour s'introduire dans le château, mais elle lui parla en ces termes. Chevalier, tu es noble et beau. Je comprends pourquoi ma maîtresse est amoureuse de toi. Elle sait bien que, pour elle, à travers plaines et forêts, tu as enduré de nombreux tourments. Ton arrivée lui cause donc une grande joie, car elle t'attendait avec impatience. Elle ne demande qu'à être tienne et t'offrira les pouvoirs qu'elle détient sur elle-même, sur ses nombreux sujets et sur son château qui est le plus beau du monde. Pauvre Lancelot. Mais ça sert à quoi d'être chevalier quand d'être encore chevalier quand tu te tapes la femme du roi? Ah, c'est de continuer à te la taper, c'est ça. Oui. Alors, on en était où? Justement, dit Lancelot, indique-moi sa route. Je vais t'y conduire moi-même, reprit la jeune fille, continuant à jouer négligemment avec sa pomme d'or. Mais auparavant, il vaudrait mieux que tu enlèves les armes que tu portes et que le dragon a endommagées. Je vais t'en donner de meilleures, de plus belles, toutes neuves et brillantes. Ainsi pourras-tu te présenter dignement devant ma maîtresse. Où sont ces armes demanda Lancelot. Dans cette tente, répondit-elle, et elle l'invita à entrer. À l'intérieur, elle lui ôta son armure et s'empressa de la remplacer par de bonnes armes, toutes prêtes. Elle lui présenta également un cheval vigoureux et léger, qu'il enfourcha bien vite. Elle lui tendit alors un bouclier, mais quand il voulut saisir la lance, elle lui dit « Non, seigneur chevalier, c'est moi qui la porterai. Je te la remettrai quand tu en auras besoin. » Ils quittèrent la tente et passèrent devant l'entrée de la grotte, qui était vaste et large. La jeune fille s'arrêta et dit « Lancelot, il y a un mystère ici. Prends ta lance, pointe-la devant toi et crie fort « Chevalier, une autre joute, nous verrons bien lorsqu'y arrivera. » Lancelot, sans en demander davantage, mais toujours aux aguets, prit la lance et cria ce qu'elle venait de dire. Aussitôt surgit de la grotte un colosse armé de pied en cap, tout habillé de noir, monté sur un cheval de même couleur. En le voyant, Lancelot ne fit pas un seul geste.
Il demeura immobile, comme figé sur place, sans même donner un coup d'éperon à son cheval. Alors l'homme noir bondit sur lui à bride abattue et brisa sa lance contre son bouclier qui vola en éclats. Lancelot ne broncha pas, et l'homme noir, venant se mettre à ses côtés, le saisit de ses bras puissants, l'enleva comme un fétu de paille et le posa sur l'encolure de son propre cheval. Puis, calmement, au petit trot, il pénétra à l'intérieur de la grotte. Ils descendirent une longue pente, au bout de laquelle se trouvait une immense salle, largement éclairée, semblait-il, par la lumière du jour. La grotte avait été en effet creusée sous une prairie et une grande roche naturelle qui dominait la mer. Du côté de la mer, il y avait de beaux étages, des portes, des colombages et des fenêtres d'où provenait la lumière. Et comme trois faces donnaient sur le rivage, la grotte était éclairée tout le jour. C'est dans cette salle que s'arrêta l'homme noir. Il saisit Lancelot, le déposa à terre, puis, piquant des deux, disparut dans un grand couloir. Deux jeunes gens se présentèrent alors et entreprirent de désarmer Lancelot. Ils lui prirent son bouclier, du moins ce qu'il en restait, ôtèrent son homme, firent glisser son haubert. Ils n'oublièrent pas davantage de lui retirer son épée et enfin de lui arracher la lance qu'il tenait toujours dans sa main crispée. Sur le champ, Lancelot retrouva ses esprits et comprit en même temps que la lance avait été ensorcelée. La jeune fille l'avait abusée de façon qu'il ne put opposer aucune résistance. Il regarda autour de lui. Une grille infranchissable barrait l'entrée, retenant Lancelot prisonnier. La rage lui vint au cœur. « Me voilà bien. On s'est saisi de moi par trahison. J'aurais dû me méfier des merveilles de Rigomère. » On te l'avait dit. Bien mieux aurait valu pour moi être lardé de coups plutôt que de me pourrir ici. Et pour combien de temps? On me l'avait bien dit que Rigobert était maudit. Ah oui. C'est sympa le dragon, il voulait éviter la merde. Ah là là. Bon, faut que je ferme la fenêtre parce qu'il y a des messieurs qui font du ménage dans l'herbe. Hop. Mais j'ai perdu le livre. Non, c'est bon. Alors. Tout en se lamentant, Lancelot se mit à déambuler. Quittant la salle, il s'engagea dans un couloir éclairé par de belles fenêtres. Mais elles étaient munies d'énormes barreaux de fer, impossibles à tordre ou à déceler. Il revint donc sur ses pas, maugréant contre son mauvais sort et ruminant sa honte. C'est alors qu'apparut une autre jeune fille, très blonde, avec des tresses, vêtue d'une robe de soie verte et tenant à la main une baguette et un anneau d'or pur. « Lancelot, Dieu te sauve, dit-elle d'une voix forte et claire. Ma maîtresse te salue. Tu lui as apporté une grande joie. Elle est comblée par ta capture, car elle est follement amoureuse de toi et veut avoir tout à elle. Elle t'envoie son anneau, par grand amour, avant de te recevoir. Pour l'amour d'elle, prends l'anneau et passe-le à ton doigt. Ainsi verra-t-elle que tu n'es pas insensible au désir qu'elle a de toi. » À ces mots, Lancelot laissa éclater sa colère. « Jeune fille, ne me trompe pas davantage. Je ne suis pas ici de mon plein gré et je n'ai nullement besoin d'aggraver ma situation. Que ta maîtresse soit l'amie de qui elle veut, cela m'est complètement indifférent. Je ne veux pas de son anneau, si je ne reçois pas l'assurance qu'elle me redonnera mes armes et que je pourrai aller librement où je veux. Seulement, dans ce cas, elle pourra être sûre que je serai son amie et que j'exécuterai son bon plaisir. » La jeune fille lui répondit: « Seigneur chevalier, c'est impossible, ma maîtresse te refusera de porter les armes, car ici ce n'est pas la coutume. Puisque tu es entré, tu n'y auras plus jamais droit. Ne tergiverse donc pas davantage, passe cet anneau à ton doigt et n'irrite pas ma maîtresse. Elle me l'a dit elle-même, si elle te prive de son amour, attends-toi à de bien pires propositions. » Oh, elle va lui couper les idées.
Le doute, une fois de plus, assaillit Lancelot. Fallait-il accepter ou refuser? Si je cède, pensa-t-il, et que je trouve pis qu'auparavant, j'aurai bien tort et je serai encore plus malheureux. Mais si je refuse l'anneau, il m'arrivera, si je l'en crois, bien pire aventure. Aussi, la jeune fille lui tendant l'anneau avec insistance, Lancelot, se rendant compte que toute révolte ne servait à rien, se résigna à tenter l'expérience. Quelle lâche! Il tendit la main et la jeune fille glissa l'anneau à son petit doigt. Aussitôt Lancelot se trouva si envoûté qu'il perdit toute conscience de ce qu'il était. Il oublia même son nom, oublia qu'il était chevalier. Ah, ça fait des vacances. Et quand la jeune fille le prit par le bras et l'entraîna dans un couloir, il la suivit docilement, sans la moindre résistance. Elle le mena dans les cuisines, lui fit couper les débûches pour alimenter le feu qui brûlait dans la cheminée, lui fit préparer les aliments, lui enjoignit d'exécuter tous les ordres qu'on lui donnait. Lancelot, comme une bête, se mit au travail, sans rechigner, ne ménageant aucun effort, désireux de ne pas mécontenter la jeune fille à la baguette. Lancelot était donc assigné à demeure, parfaitement docile et ne sachant même plus où il se trouvait. Par égard pour l'exploit qu'il avait accompli, on l'avait cependant dispensé des basses besognes, car il n'était pas seul dans la grotte, il y avait là de nombreux prisonniers affectés à des travaux divers. Les chevaliers les plus vaillants tissaient des étoffes de soie et des brocarts, des tentures impériales, des draps et des étoffes précieuses. D'autres vaquaient à différentes tâches. Les uns faisaient de l'orfèvrerie ou de la sellerie, d'autres maçonnaient ou charpentaient au gré de ceux qui les commandaient. Quant à ceux qui étaient les plus sots, on les envoyait travailler dans les champs, les vignes ou les enclos, sur une terre où les récoltes étaient toujours mûres, mais tous portaient au doigt un anneau semblable à celui de Lancelot. Pendant ce temps-là, Pendant ce temps, à la cour du roi Arthur, les jours passaient et on s'inquiétait de plus en plus de l'absence prolongée de Lancelot. La reine Guenièvre passait ses journées à la fenêtre de la grande tour de Caerleon pour guetter le retour espéré de celui en qui elle avait mis tout son amour. Mais Lancelot ne revenait pas en personne, et personne n'était capable de dire où il se trouvait. À la fin, n'y tenant plus, Gauvin s'en alla trouver le roi et lui dit: Mon oncle, donne-moi la permission de partir à la recherche de Lancelot. J'irai dans la direction qu'il a prise et je m'informerai sur le royaume sans nom. Je ne peux plus attendre davantage. Le roi donna son accord et Gauvin fit ses préparatifs. Ayant pris congé d'Arthur et de Guenièvre, il se lança hardiment sur les chemins, interrogeant les uns et les autres, s'arrêtant dans les manoirs où l'on avait hébergé Lancelot et recueillant à chaque fois des détails qui le mirent bientôt sur la bonne voie. C'est ainsi qu'il arriva un jour sur la grande lande, face à Rigomère. Sur la lande se trouvaient de nombreuses tentes, ainsi qu'une foule de gens jouant aux échecs et au tric-trac, se prélassant au soleil ou conversant entre eux. Le voyant arriver, tous le regardèrent et se levèrent. Gauvin leur demanda s'ils avaient vu Lancelot du Lac, le fils du roi Ban de Bénoïc. Il lui fut répondu que Lancelot était bienvenu là, qu'il avait vaincu 2 redoutables chevaliers et qu'il avait passé le pont vers la cité de Rigomère, malgré le terrible dragon qui en interdisait le passage. Alors Gauvin n'hésita plus. Il devait lui aussi franchir le pont et savoir ce qu'il était advenu de Lancelot. Advenu. Quand il en manifesta le désir, on lui dit qu'il courait un grand danger et que le dragon ne le laisserait certainement pas arriver sur l'autre rive. Mais Gauvin leur répondit qu'il n'avait peur de rien, et qu'il était bien décidé à aller jusqu'au bout. Sans plus tarder, il se présenta donc à l'entrée du pont, vit le monstre au milieu qui semblait dormir. Il sortit son épée du fourreau et s'avança prudemment, prêt à lutter dès que nécessaire. Mais plus il avançait, plus le dragon devenait flou, tant et si bien que, parvenu au milieu du pont, Gauvin s'aperçut qu'il n'y avait plus de monstre barrant le passage. C'était une illusion, et elle venait de se dissiper.
Il arriva ainsi sans encombre sur l'autre rive, vit la tente et l'entrée de la grotte, se demandant où il devait aller. Il aperçut alors la jeune fille, qui jouait avec la pomme d'or et lui dit: Jeune fille, as-tu vu un noble chevalier qui se nomme Lancelot du Lac? Si tu le connais, fais-moi savoir, je te prie, où il se trouve. Mais la jeune fille resta muette, passa devant lui en jouant avec sa pomme d'or et poursuivit son chemin, comme si de rien n'était. Gauvin alla alors vers l'entrée de la grotte et, tenant toujours son épée à la main, il avança prudemment, descendant une longue pente jusqu'à déboucher dans une grande salle. Il s'étonna qu'il y ait tant de lumière sous terre, mais il vit les fenêtres qui donnaient sur la mer. Il s'engagea dans un couloir, puis dans un second. Par une porte entr'ouverte, il entendit du bruit et s'approcha. Il régnait là une grande activité, et d'après les odeurs et la fumée, Gauvin comprit que c'étaient les cuisines. Il entra et vit qu'on s'y activait en grand nombre. Certains coupaient du bois, d'autres récuraient des marmites, d'autres encore découpaient de la viande ou aiguisaient des couteaux. Gauvin fit le tour des lieux, regardant autour de lui et posant des questions. Mais personne ne répondait, chacun semblant sous l'emprise de la bêtise ou de l'abrutissement. Enfin, il aperçut Lancelot en train d'éplucher des légumes au bout d'une table, et, tout heureux, se précipita vers lui. Lancelot, s'écria-t-il, ami très cher. Quelle joie de te retrouver sain et sauf. Lancelot sursauta et le regarda, l'air ahuri. Il était devenu gros et gras, le corps si empâté et alourdi qu'il aurait pu sûrement soulever une charge que n'auraient pu remuer 4 hommes réunis. Mais son regard était vide, comme celui d'un être frappé de stupidité. Lancelot, reprit Gauvin, ne me reconnais-tu pas? L'autre lui répondit d'une voix éteinte. Comment reconnaître quelqu'un qu'on n'a jamais vu? Or, que je sache, je ne t'ai jamais vu, pas plus que tu ne m'as vu moi-même. N'as-tu pas échappé de l'enfer? N'es-tu pas échappé de l'enfer? Que viens-tu faire ici? Vraiment, je n'ai jamais vu personne comme toi. Tu sembles en fer, des pieds à la tête. Non, je n'ai jamais vu pareil animal, bardé de fer comme tu l'es. Et puis, et puis tu me fais grand tort de pénétrer dans ma cuisine. Ce sont sans doute les diables de l'enfer qui t'ont conduit ici, mais je crois bien que tu seras battu avant que nous nous séparions. Va-t'en en bas avec ce qui tisse, si tu sais le faire. À ton allure, je te vois mieux à l'aise avec des bottes de paille. Quitte ma cuisine, où je te frappe avec cette planche et te reverse dans le feu. D'ailleurs, si je sonne de ma trompe, on viendra aussitôt te jeter dans le feu par les pieds et les mains, et on t'y laissera griller comme un cuisseau de chevreuil. Ce discours fit sourire un instant Gauvin, mais la douleur l'envahit bientôt à l'idée que le valeureux Lancelot avait perdu la raison. Les larmes lui montèrent aux yeux, puis, s'étant ressaisi, il reprit: Lancelot, pour l'amour du ciel, ne me reconnais-tu pas? Je ne t'ai jamais vu, s'obstina à répondre Lancelot. Ah, misère de ma vie, s'écria Gauvin. Quand le roi Arthur l'apprendra, je crois bien qu'il en mourra de douleur. Quant à la reine Guenièvre, elle en deviendra folle de désespoir. Qui est le roi Arthur? Je n'ai jamais entendu parler de lui. Et la reine Guenièvre? J'ai une amie, mais elle n'est pas reine, et elle ne s'appelle pas Guenièvre. Et pourquoi m'appelles-tu Lancelot? Parce que c'est ton nom. C'est curieux que tu me donnes ce nom, il est étrange, et je crois bien ne l'avoir jamais entendu. Mais toi, qui es-tu? Je suis Gauvin. Gauvin? Est-ce vrai que Gauvin se trouve en face de moi? C'est la pure vérité, je suis Gauvin, neveu du roi Arthur, fils du roi Lot d'Orcanie. Eh bien, Gauvin, puisque tu prétends t'appeler ainsi, je vais être gentil avec toi, car tu me parais sympathique, bien que tu sois tout en fer. Je vais te donner à manger de la graisse tendre. J'ai aussi une poule qui vient d'être rôtie au poivre. Je te la donnerai. Je te la donnerai tout entière, avec un morceau de galette et du vin vieux. Tu verras, c'est très bon. Je te traiterai mieux que les autres parce que je crois me souvenir t'avoir rencontré dans mon enfance, ou du moins avoir entendu parler de toi. Mais je ne sais si c'est vrai ou faux. Mon souvenir est comme un rêve qui passe. À ces mots, Gauvin lui demanda: Ami, voudrais-tu quitter ce pays et venir avec moi? Avec toi? Certainement pas. Je ne le ferai pas, car mon ami en aurait de la peine. C'est la dame de ce château. J'ai encore l'anneau qu'avant-hier elle m'a fait mettre au doigt par une de ses suivantes, très belle et très noble. Je n'ai pas voulu l'enlever. Il est là depuis avant-hier, et je l'ai toujours. Je ne le quitterai jamais, je crois. Tout en parlant, il tendit sa main pour montrer que l'anneau était bien là. Or Gauvin remarqua qu'en plus de l'anneau qu'il portait d'habitude, Lancelot en avait un autre au petit doigt. Sans hésiter, il saisit la main de Lancelot, fit glisser l'anneau, le tordit, le brisa et le laissa tomber à terre. Lancelot poussa un cri terrible, puis s'écria: Gauvin! Tout ému,
Gauvin resta sans voix, sûr maintenant que Lancelot avait été sous le coup d'un enchantement et que l'anneau en était la cause. Quelle aventure, balbutia Lancelot, quand je pense qu'après avoir tant bataillé, j'ai été la victime d'une ruse d'enfer. Cette maudite fille qui tenait une baguette m'a bien trompé en me passant l'anneau au doigt. Il me semble que je me réveille d'un long cauchemar. Les deux chevaliers se donnèrent l'accolade. Gauvin, reprit Lancelot, Gauvin, mon ami, tu m'as donc recherché en terre lointaine, et, pour moi, tu es venu jusqu'ici. Tu me tireras de ce mauvais pas, sinon personne ne le pourra. Si j'avais maintenant un cheval et des armes, si je tenais mon bouclier, il n'y aurait pas un seul ennemi qui peut rester debout, quelles que soient les merveilles de Rigomère. Tout en parlant, ils avaient quitté la cuisine, emprunté de longs couloirs où il n'y avait personne, et étaient arrivés dans une grande prairie. Par chance, ils tombèrent sur le bâtiment où se trouvaient les armes des chevaliers qui avaient été capturés et qui travaillaient là en esclaves. Il y avait des haubers, des hommes bruns, des épées aux pommeaux dorés, des lances, des boucliers et nombre de chevaux tout scellés. Ils prirent ce qui leur convenait pour armer Lancelot, puis revinrent vers les lieux où travaillaient les prisonniers et ôtèrent à chacun l'anneau qu'ils portaient au doigt. Tous retrouvèrent instantanément la mémoire et fêtèrent dans la liesse leur libérateur. Cependant, les habitants du château étaient eux aussi descendus. Ils s'approchèrent de Gauvin et le saluèrent, déclarant tous que c'était lui qu'ils attendaient depuis si longtemps pour que les enchantements qui pesaient sur Rigomère fussent levés. La jeune fille à la pomme d'or expliqua que, par sa seule présence, Gauvin les avait presque tous détruits, mais qu'il en restait un, le plus redoutable, l'homme noir qui s'était emparé de Lancelot. Il a de grands pouvoirs, assura-t-elle, des pouvoirs qui lui viennent des démons. Ceux-ci l'ont envoyé ici pour faire souffrir les humains, et il a jeté des sortilèges sur le pays en y établissant de cruelles coutumes. Mais il était dit qu'un jour un chevalier viendrait, et qu'à son passage tous les enchantements disparaîtraient. Où est ce maudit demanda Lancelot. Sur cette colline là-bas se dresse une tour fortifiée où nul ne peut pénétrer. Tous ceux qui se sont risqués à gravir la colline ont été foudroyés. Mais il existe aussi des souterrains qui relient la tour au reste du pays, et c'est par là qu'ils se déplacent. Gauvin et Lancelot se consultèrent du regard. Il me semble, dit Lancelot, que c'est à toi, Gauvin, de terminer les aventures. Mais sois sans crainte, je t'accompagnerai pour te seconder s'il en est besoin. Ils s'en allèrent donc en direction de la colline, suivis par la foule de ceux qui étaient venus voir la fin des merveilles. Mais quand Gauvin et Lancelot se mirent à gravir la pente, ils restèrent prudemment en arrière. Gauvin allait le premier et Lancelot lui emboîtait le pas. Mais il ne se passa rien d'extraordinaire et ils parvinrent sans encombre au sommet, à la base de la tour. Il y avait dans le mur une porte en fer massif, sans aucune serrure. Gauvin s'avança, mit la main sur la porte et aussitôt celle-ci s'ouvrit. Ils entrèrent et se trouvèrent bientôt dans une salle basse, à peine éclairée par une petite lucarne. Sur le sol, ils remarquèrent une forme revêtue d'une armure noire, et Lancelot reconnut celui qui l'avait capturé quand il tenait en main la lance ensorcelée. Debout, maudit, s'écria-t-il en tirant son épée, tes sortilèges n'ont plus de prise sur nous, et il faut maintenant que tu nous rendes tes comptes. Mais il n'y eut aucune réponse. Alors Gauvin se pencha, saisit la tête de l'homme noir et tira. Le homme se disloqua et les deux chevaliers s'aperçurent que l'armure était vide. Ça y est. Donc, prochain chapitre, la fille du roi pêcheur. Et ensuite, ce sera la dernière partie du livre consacré à la fée Morgane. Voilà. Armoire.